This next presentation La prochaine présentation nous sera livrée par Zoé Hilton et Alexis Walton. Zoé est chercheuse scientifique en Ontario et une des conceptrices de l'appréciation du risque ODARA. Et Alexis, on l'a connue assez l'été passé lorsqu'on a commencé à recueillir des données. Elle a complété récemment sa maîtrise en santé et psychologie à l'Université Western avec Peter. Alors, Alexis et Zoé vont nous parler de rester en vie, stratégie de sécurité et de survie employée par les mères et les enfants aux prises avec la violence familiale. Allez-y. Merci beaucoup pour vos propos aimables de présentation, Annalie. Merci à tous d'être avec nous alors que nous parlerons des stratégies de survie employées par les mères et leurs enfants aux prises de la violence familiale. Je m'appelle Alexis Winfield et ma co-présentatrice, Zoé Hilton, qui est doctorante. En 2019, au Canada, plus de 100 000 personnes ont été victimes d'un partenaire intime en 2019. Et les personnes qui ont vécu cette violence ont également vécu des obstacles systémiques, donc lorsqu'elles cherchaient des soutiens. Et n'ayant aucun soutien, n'ayant aucune ressource en raison de ces obstacles, plusieurs donc doivent faire face à leur situation seules. Et celles qui ont des enfants, ça ajoute à la complexité de la situation. On vient d'en entendre parler. Plusieurs études ont montré que le fait d'avoir des enfants accroît le risque de violence conjugale pour les femmes et il y a plusieurs études sur les dommages causés par la violence lorsque les enfants y sont exposés. Dans les études, les policiers ont dit qu'ils hésitent à interagir avec les enfants en raison du manque d'expérience ou de formation. Et notre initiative a aussi découvert que les politiques incohérentes, le manque de collaboration avec la DPJ aussi mène les policiers à hésiter. De plus, les services de protection de l'enfance et de violence contre les femmes peuvent aussi vivre un manque de collaboration, ce qui nuit à la planification de la sécurité pour les mères et les enfants. Et il y a aussi des lacunes quant à la compréhension, la perspective de la dyade mère et enfant et le rôle de leur relation, donc, et des identités sociales multiples de ces deux éléments de la dyade. Alors, l'étude actuelle souhaite combler cette lacune dans la documentation quant à comment la dyade mère-enfant s'arrange pour rester en sécurité et gérer la violence dans de telles situations. L'échantillon total, 77 entretiens avec des femmes qui s'auto-identifiaient comme ayant déjà vécu des violences familiales graves et appartenant à une des populations vulnérables. Donc, à l'écran, il y avait 30 mères et 5 adultes ayant subi de la violence familiale dans leur enfance. L'âge moyen des mères était de 43 ans et l'âge moyen des participants au moment de la participation qui avaient vécu de la violence en étant enfants était de 31 ans et l'âge moyen de la première exposition des enfants était de 4 ans et la durée moyenne des relations violentes était de 11 ans. Des entretiens avec les survivantes, les enfants, les mamans ont été transcrits et donc anonymisés et nous avons utilisé une analyse qualitative pour comprendre les stratégies de gestion utilisées par les enfants et les mères en utilisant des méthodes inductives et déductives. Nous avons pu extraire donc un fondement théorique et avoir une certaine souplesse donc dans notre analyse. Tout cela a été codé et les étudiants qui avaient été formés donc ont pu décoder
les transcriptions et tout thème qui a émergé donc était inclus donc et discuté. Qui a, et ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le meilleur tableau des thèmes générés. Alors, nous avons découvert que la sécurité et la gestion donc entre les mères et les enfants sont intimement liées. Il est extrêmement difficile de séparer les stratégies que la mère utilise pour se protéger elle-même de celles qu'elle utilise pour protéger ses enfants. Il y a certainement un chevauchement. Il y a eu 5 thèmes importants qui ont été dégagés lorsqu'on a examiné les stratégies de gestion et de sécurité dans la diade mère-enfant. Je vais maintenant vous donner des exemples de citations provenant de citations. Le premier thème qui a été discuté par 23 des survivantes était la communication continue sous toutes les formes, verbale, non verbale et paraverbale. Les mères ont discuté l'utilisation de codes, de mots codés, de regards et même de gestes. Une mère a parlé de l'importance de l'utilisation de technologies pour garder son enfant en sécurité. Elle a dit, il me textait un message avec un nuage et un visage avec des cœurs. Ça veut dire qu'il était en mauvaise posture. Il peut prendre un Uber immédiatement sans question. Aussi, plusieurs mères ont parlé d'à quel point il était important d'inclure les enfants dans leur planification de sécurité en mettant l'accent sur la sécurité de leur enfant en les rassurant. Une mère a dit, il ne peut plus te faire mal. Le secret que tu avais gardé, c'était le pouvoir qu'il avait sur toi. Maintenant, il ne l'a plus parce que tu en as parlé à d'autres. On ne laissera plus prendre le pouvoir. Alors, la réduction de l'exposition, c'était une stratégie importante discutée par 77% de notre échantillonnage. On a ventilé ça en 2 grandes catégories, départ de la résidence et se déplacer dans la résidence. Pour ce qui est du départ, il y avait 3 sous-thèmes. Il y avait le départ à court terme, le départ à long terme et le départ en cas d'urgence. Il y avait beaucoup de mères et d'enfants qui se fiaient aux activités à l'école, au travail et des activités parascolaires pour réduire le temps avec l'agresseur. Il y a un enfant survivant qui a dit « Je restais à l'école jusqu'à 7 heures du soir ». Il y a des mères qui ont parlé de leur planification de départ. Il y a une mère qui a dit qu'elle est arrivée au point où elle n'en pouvait plus. Elle a dit, j'ai commencé à planifier, je sors de la maison et je déménage. Je n'en parlais à personne. Je préparais tous mes vêtements et je les apportais chez ma mère. Et il y a des survivantes qui ont parlé des départs en cas d'urgence. Il y a beaucoup de mères qui ont dit qu'elles voulaient protéger leurs enfants à tout prix et les prioriser plus qu'elles-mêmes. Il y a une mère qui a dit qu'elle avait dit à ses enfants de quitter la résidence pour ne pas être témoin de la violence et ne pas se faire mal eux-mêmes. Elle a dit, j'ai crié à mes enfants, les enfants criaient, ils pleuraient, ils essayaient de venir m'aider, de me protéger. Ils étaient tout petits. J'ai dit, allez à côté, allez chez le voisin maintenant. Je pense que ça souligne le grand désir des enfants de protéger leur maman et ça souligne le fait que ces instincts de protection et ces actions sont bidirectionnelles et c'est pas seulement la mère qui veut protéger l'enfant. Un autre thème clé qu'on a vu, c'était le déplacement dans la résidence elle-même. Et ces stratégies peuvent être utilisées à différents niveaux, de façon plus subtile à la maison et de façon plus large lorsqu'on quitte la résidence à court ou à long terme. Beaucoup de mères et d'enfants survivants ont dit que c'était important de se séparer de l'agresseur, même s'il s'agissait de la chambre à côté. Les survivantes ont parlé de la peur qu'elles avaient à la maison. Elles faisaient tout pour se sentir un petit peu plus en sécurité. Un enfant survivant a parlé de ses stratégies, les stratégies de ses frères et sœurs. Elle a dit, pour qu'on se sente plus en sécurité, on se barrait dans notre chambre et on ne permettait à personne de rentrer,
papa ni personne d'autre, ce qui démontre comment les enfants eux-mêmes peuvent devenir des participants actifs à la planification de la sécurité et comment les aînés se protègent les plus jeunes et leur mère. Apaiser l'agresseur, c'est apaisement de l'agresseur, c'est 66% de gens qui en ont parlé. Il y avait des sous-thèmes, par exemple, obéir aux ordres, éviter certains sujets de conversation et ajuster le comportement social en général. Les survivantes ont parlé de leur sécurité, que c'était un résultat direct de rester silencieuse ou de dire oui aux demandes. Il y a une survivante qui a dit, je me suis jamais sentie, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et ma fille était là et je me disais, est-ce que lui, l'agresseur, il va lui faire cela aussi? À ce moment-là, je voulais juste protéger mon enfant. Alors, j'ai dit n'importe quoi pour être d'accord avec lui pour qu'il ne nous fasse mal. Il y a une autre survivante qui a parlé de son comportement social. Elle devenait soit invisible ou soit elle passait plus de temps avec l'agresseur pour l'apaiser. 22% des survivants ont dit que la participation aux activités apaisantes aidait, pas seulement pour la distraction, mais aussi pour le confort. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'est tellement difficile de vivre dans ces circonstances, mais les gens apprennent à composer avec le stress. On parle de la distraction, on parle de fournir du réconfort et on fait les deux en même temps. Il y a une mère qui a expliqué comment ses enfants s'apaiser pour faire face au traumatisme. Elle a dit que je savais mes enfants avaient mal et je voyais que mon fils surtout, il allait s'attaquer au piano. Il jouait de façon intense, il jouait du piano et je savais qu'il était en train de passer à travers tout cela. Il y a une autre mère qui a dit qu'elle réconforte ses enfants, même depuis la fin de la violence. Elle a dit que eux, ses enfants, ils dormaient avec moi dans ma chambre parce qu'ils avaient tellement peur. Et même aujourd'hui, j'ai besoin de dormir avec eux. Les survivantes ont dit qu'être ensemble, d'avoir des activités qui les sortaient de la violence, du moins mentalement, a fait une grande différence pour ce qui est de leur fonctionnement en général. Et dernièrement, 24% des survivantes ont parlé de l'importance de devenir plus indépendante par rapport à l'agresseur. Il y a beaucoup de mères qui ont dit que l'absence d'argent, c'était le plus grand facteur qui les obligeait de rester avec l'agresseur. Les mères avaient peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants ou d'elles-mêmes. Alors, elles essayaient de trouver des façons d'économiser pour laisser la violence derrière elles. Il y a une survivante qui a dit, je savais que en dedans de moi-même, je serais correcte si je partais. Je me suis assurée d'avoir une stabilité financière et que je ne dépendais pas financièrement de lui. J'ai mon propre pouvoir maintenant. Beaucoup de survivantes ont aussi dit que le processus de fixer des obstacles a amélioré leur indépendance, surtout grâce au développement d'un plan d'action. Les enfants ont raconté comment ils se fixaient de petits objectifs pour eux-mêmes, pour se concentrer sur quelque chose de positif. Il y a un enfant qui a dit avoir un objectif sur lequel je pouvais me concentrer ou trouver une façon de sortir, un plan pour sortir, c'était très utile parce que ça nous empêche de toujours penser au désespoir qu'on ressent. Il y a aussi l'autonomie personnelle, surtout pour les mères par rapport à leur santé reproductive. L'agresseur demandait les rapports sexuels. Elles n'avaient plus d'autonomie, elles avaient peur de se tomber enceinte. Elles ont dit qu'elles avaient peur d'accoucher un autre enfant qui serait obligé de vivre la violence. Il y a une mère qui a dit pour expliquer un signe avant-coureur. Si une femme a eu plusieurs avortements, c'est comme si quelqu'un vient vous voir 3 fois pour vous dire, je voudrais que tu te débarrasses de ces bébés-là. Ça explique le rôle important des prestataires, surtout les professionnels médicaux, peuvent jouer un rôle à reconnaître la violence conjugale.
dans la reconnaissance plutôt. Alors, on a vu cette dyade mère-enfant et comment les interactions avec les enfants sont une façon pour eux de faire face ensemble à la violence conjugale. Les prestataires de services ne connaissent peut-être pas les rôles assumés par les enfants. Ils savent pas ce que les enfants peuvent faire et ce qu'ils assument pour faire face à la maltraitance de leur enfant. Et ces interactions les aident à travailler ensemble. Alors, on recommande qu'on tient compte de l'enfant dans la planification de la sécurité. Il s'agit de travailler non seulement avec les mères et les enfants, mais de voir comment ces deux travaillent ensemble. On regarde l'étape de développement de l'enfant et on voit que les enfants au secondaire sont importants. Il est important de regarder les effets de l'enfant et le rôle des enfants qui sont plus jeunes, qui sont au courant de la violence, mais qui n'y peuvent rien. Puisque nos participantes se choisissaient elles-mêmes, peut-être que leurs tactiques sont différentes de celles qui ne voulaient pas faire partie de l'étude. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une dyade mère-enfant dans la planification de la sécurité. L'expérience de chaque survivante est individuelle. Elles ont partagé leur témoignage avec nous, mais il ne faut pas prendre pour acquis que toutes les femmes ont les mêmes expériences. Merci beaucoup.